merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la société civile, nous avons souhaité nous interroger sur le rôle de la société civile et de ses acteurs, considérés un peu comme les nouveaux chiens de garde de la démocratie, de la protection sociale. Pour en parler, nous avons exactement 5 invités qui vont intervenir. 3 au plateau actuellement, je vous les présente. Nestor Ariavé. Monsieur Ariavé, bonjour. Bonjour. Nestor Ariavé, il est coordonnateur de COSCREMA. Le COSCREMA, c'est le collectif des organisations de la société civile de la région maritime. Tout à fait. Et avec Nestor Ariavé, Alice Gozan. Madame Gozan, bonjour. Bonjour. Madame Gozan, vous êtes chargée de programme à la concertation nationale de la société civile togolaise. C'est exact. Et vous avez été très active dans l'organisation de cette journée nationale de la société civile. On va en parler dans un instant. Le temps de vous présenter notre 3e invité, Henri Vallot. Monsieur Vallot, bonjour. Bonjour. Monsieur Vallot, qui est le chef de l'unité de projet ProCEMA. C'est la consolidation de l'État et du monde associatif. C'est un programme, oui, fruit de la coopération entre l'Union européenne et le Togo. Nous aurons l'occasion de creuser davantage votre assistance à la société civile togolaise. Dans un instant, nous écouterons Aristide Djenda. Il est le directeur exécutif de l'Union des ONG du Togo. Et puis, à la demi-heure, nous serons rejoints par Ghislain Kofi Nyakou. Il est le directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo. Alors, pour commencer, Nestor Ariavé, à quoi sert la société civile exactement? Parce qu'on en parle de plus en plus, c'est un concept à la mode, on va dire. Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités à ce plateau pour pouvoir parler un peu de la société civile et puis parler également de ce à quoi sert la société civile. Alors, la société civile, d'abord, il faut savoir ce que c'est pour pouvoir déduire le rôle qu'elle est censée jouer. Alors, la société civile, s'il faut la définir, il faut la définir par rapport à l'État. Et vous avez l'État qui est une entité publique qui a la responsabilité d'organiser le développement, d'assurer, de faire en sorte que les populations puissent connaître un mieux-être sur son territoire. Et vous avez à côté de l'État ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire le secteur privé marchand. Les entreprises, les entreprises sont là pour pouvoir proposer des biens et services, les vendre, disons, aux clients qui sont sur le territoire en vue d'obtenir un profit. Donc, les entreprises cherchent le profit. L'État ne cherche pas le profit, l'État travaille pour l'intérêt général. Et vous avez maintenant une 3e entité qu'on appelle la société civile. La société civile, elle est là, elle n'est pas partie prenante, elle ne fait pas partie de l'État, elle ne fait pas non plus partie des entreprises. Mais elle travaille pour l'intérêt général. Et à ce moment-là, il faudra distinguer, faire la distinction entre l'intérêt général tel que poursuivi par la société civile et l'intérêt général tel que poursuivi par l'État. L'État, poursuivant l'intérêt général, c'est-à-dire travaillant pour que la population puisse avoir le mieux-être, cherche néanmoins à capitaliser quelque chose. C'est-à-dire, il y a un bénéfice politique qui est recherché. L'État veut, ou bien le parti qui est au pouvoir veut quand même que au moment des élections, comporte des choix sur ceux qui dirigent le pays. Donc, il y a un bénéfice politique qui est recherché. Mais quand on prend la société civile, elle travaille pour l'intérêt général, mais elle ne recherche aucun bénéfice, ni politique, ni lucratif. C'est-à-dire que la société civile, elle est constituée normalement des associations, des ONG, et tous ceux qui travaillent dans le développement au quotidien. Bon, voilà. Et elle travaille pour l'intérêt général. Elle travaille ou elle devrait travailler pour l'intérêt général? Elle travaille pour l'intérêt général. Maintenant, la nuance que vous voulez apporter, on va l'apporter. Elle travaille, elle est là pour travailler afin que les populations aux différents endroits du territoire puissent connaître un mieux-être. Mais elle ne recherche ni le bénéfice politique, ni le bénéfice économique au sens lucratif du terme. C'est ça qui fait la différence entre la société civile, l'État et le secteur privé marchand. Donc maintenant, quand vous vous demandez quel est le rôle de la société civile, eh bien, la société civile, elle est là, normalement, pour compléter l'action de l'État.
Parce que l'État intervient en proposant des actions qui sont destinées à soulager les populations, par exemple dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, des droits humains et tant d'autres. La société civile complète l'action de l'État dans la mesure où, étant donné que l'État, quelle que soit sa bonne volonté, n'est pas en mesure de toucher les populations se trouvant à des endroits beaucoup plus reculés du territoire, la société civile, elle est là pour faire ce que l'État n'arrive pas à faire comme il se doit. Donc, elle est là pour compléter l'action de l'État. Mais pas seulement pour contrôler l'action de l'État, elle est là également pour surveiller la manière dont l'action de l'État est menée. Elle est là pour contrôler, prenons le mot, pas au sens péjoratif, mais il y a ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. C'est-à-dire que la société civile, elle est là pour voir dans quelle mesure le bien-être de la population est une préoccupation réelle des tenants du pouvoir, du gouvernement. Et donc, en cela, la société civile joue un rôle de gardien, travaillant justement pour amener les dirigeants, les autorités à s'occuper des intérêts et préoccupations réelles des populations. Alors, je retiens deux choses dans le rôle que vous voyez pour la société civile. Elle est un complément d'objet, je ne sais pas s'il est direct ou indirect. Direct. Direct. C'est un complément d'objet direct. Pour les pouvoirs publics. Oui. C'est un contre-pouvoir aussi, on va dire, M. Valo. Un contre-pouvoir, ça lui arrive souvent, hein, ça peut lui arriver. Dans les textes qui guident un peu les programmes tels que le ProSEMA, hein, qui sont des programmes d'appui à la société civile, financés par l'Union européenne, tout vient d'un texte qui s'appelle les racines de la démocratie, et dans lequel l'Union européenne dit non seulement il faut appuyer les États dans la coopération internationale, mais il faut également appuyer les autres acteurs non étatiques qui garantissent ou qui consolident la démocratie. Donc d'une façon ou d'une autre, oui, les organisations de la société civile, mais comme beaucoup d'autres acteurs, sont des acteurs de la démocratie, ce sont des acteurs de démocratisation. Et un des points communs qu'il y a quand même peut-être entre toutes les ONG, etc., c'est qu'ils obéissent d'abord, ils suivent d'abord la question des droits de l'homme. Alors vous allez me dire, entre quelqu'un qui fait un forage, un puits dans un village, qu'est-ce que ça a à voir avec les droits de l'homme? Ben si, en fait. Ça permet de donner de l'eau à tout le monde, et on s'est rendu compte en plus que si on donne de l'eau aux familles dans un village, et ben les petites filles, finalement, peuvent aller à l'école. Donc ça a un impact non seulement sur la santé, mais en plus sur l'éducation, etc. Et ça, c'est bien les droits de l'homme en pratique. Donc un des points communs, sûrement, à toutes ces organisations, c'est d'abord un respect et la mise en œuvre et la défense des droits, et permettre aux populations parfois les plus vulnérables, les plus éloignées des centres de décision, justement, d'obtenir leurs droits. Alors pourquoi il faut consolider les mouvements associatifs? Pourquoi il faut consolider Alors d'abord, c'est un processus qui existe, on va dire. Je pense que vraiment les organisations de la société civile telles qu'on les connaît aujourd'hui, les ONG, etc., c'est un mouvement mondial, et ça s'est complètement imposé un peu partout dans les pays depuis, on va dire, 40 ans. Alors on voit dans des pays, c'est un peu mieux structuré, etc. Il y a des meilleures relations, il y a des meilleures même relations entre l'État et la société civile. Enfin, il y a du dialogue formalisé. Dans d'autres pays, il y a encore des réseaux de la société civile qui sont sans arrêt en pleine évolution. Il y a parfois les possibilités de dialogue État-société civile, mais on sent aussi qu'il y a de la méfiance de part et d'autre, donc il faut appuyer sûrement et c'est pour ça que notre programme à nous a un nom intéressant, programme de consolidation de l'État et du monde associatif. On s'est posé la question au début, comment on pouvait consolider l'État? Est-ce que c'est notre rôle vraiment? En fait, ce que nous, notre projet pourrait aider à faire, c'est consolider le dialogue entre l'État et la société civile. Oui, mais dans mon entendement, je peux avoir tort, mais la vraie société civile, est-ce qu'elle doit être structurée, est-ce qu'elle doit être organisée, dans la mesure où ces structurations apparaissent
est-ce qu'il n'est pas contrôlé, est-ce qu'il n'est pas mis en boîte, est-ce qu'il peut être encore efficace? Je laisserai peut-être mes collègues répondre à ça. Nestor? Oui, oui, votre question a tout son intérêt. La société civile, est-ce qu'elle a besoin d'être structurée? Et si elle était structurée, est-ce qu'on ne peut pas craindre, par exemple, qu'elle soit sous contrôle? Je crois que la structuration a un sens et une importance. Elle a un sens parce que les forces sociales qui se réunissent, qui se mettent ensemble en vue de contribuer au développement du pays, lorsque ces forces sociales ne sont pas organisées d'une certaine façon, ça peut entraîner immanquablement un désordre, à la fois sur le terrain, et puis à la fois en termes de relations avec les partenaires. Sur le terrain, si par exemple chacun peut se lever pour aller dans n'importe quel endroit du territoire et entreprendre quelque chose sans tenir compte de ce qui des orientations qui existent dans le pays, eh bien, le but visé peut même être quelque part travesti. C'est-à-dire, on peut passer à côté, on peut faire autre chose que ce qu'on voudrait faire pour obtenir le bien-être de la population. De la même façon, les forces sociales qui sont organisées, qui agissent et qui parlent au nom des populations, si elles ne sont pas organisées, si elles ne sont pas structurées, s'il n'y a pas un minimum de structuration, comment est-ce que ces forces sociales peuvent discuter avec l'État? L'État dont le rôle est justement, comme on l'avait dit avant, l'État, c'est son rôle de promouvoir le développement du pays. Et l'État a besoin d'interlocuteurs. Alors, si il n'y a pas le minimum de structuration possible, comment est-ce que, si l'État veut parler, par exemple, aux OSC, aux organisations qui interviennent, par exemple, dans le domaine de la santé, et parce qu'on veut leur confier une responsabilité dans ce champ-là. Et bon, on parle et puis tout le monde est là, et chacun parle à tort et à travers. S'il y aura des ordres. Donc, le minimum de structuration est requis pour qu'on puisse quand même travailler de façon cohérente et pour pouvoir obtenir un résultat. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour évaluer un peu l'état de la société civile au Togo, si elle est très bien structurée, si elle joue véritablement son rôle. Avec Madame Alice Kozan, on va parler un peu de cette journée nationale de la société civile qui a été célébrée le 23 février. Alors, pourquoi une telle journée? Alors, pour commencer, je voudrais dire que mes collègues, en tout cas mon aîné de COSCREMA, a bien explicité le rôle de la société civile. Et pour dire que nous sommes à un ère où le développement n'est plus de l'apanage des seuls pouvoirs publics. Et donc, le rôle de la société civile est d'organiser les communautés à ce que ces dernières puissent clairement exprimer leurs besoins et que ces besoins soient justement portés par les organisations au niveau des pouvoirs publics, afin que le retour, parce que la finalité, c'est que la satisfaction des besoins des populations sont prises en compte dans les politiques publiques et tout. Et donc, la société civile togolaise s'est réunie avec le programme de consolidation de l'État et du monde associatif en mai. Nous avons trouvé judicieux de pouvoir s'asseoir, de faire un état des lieux de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant pour voir comment justement réorienter tout ce que nous faisons pour plus d'efficacité au niveau du développement de notre pays. Et donc, c'est ce qui a justifié qu'un comité soit créé et qui a travaillé pour que cette journée soit célébrée. Au départ, c'était le 20 février que ça devait être célébré, qui est la journée internationale de la justice sociale. Et donc, au vu de tout ce qui a été organisé sur toute l'étendue du territoire pour des questions d'agenda et tout, nous avons jugé bon de le faire entre le 18 et le 23 février. Et c'est ce qui a été fait toute la semaine. Comment jugez-vous le niveau d'implication des OSC autour de la célébration de cette journée? Parce qu'on sent que, enfin, il y a quelques années encore, chacun allait de son côté au niveau des organisations de la société civile. Aujourd'hui, est-ce que vous parlez un peu d'une seule voix? Et c'est cela même qui justifie la question de structuration dont vous venez de parler. Parce qu'il faut aujourd'hui que les actions de la société civile aillent dans un seul sens et que ça devienne plus efficace. Et donc, autour de cette journée, je pense qu'il y a un travail qui avait été commencé de façon très formidable parce que beaucoup d'acteurs ont été associés au début. Et donc, c'est un comité qui a pris en compte toutes les régions du Togo,
beaucoup d'acteurs, des réseaux thématiques, des réseaux nationaux. Et nous avons en tout cas fait en sorte que ça puisse prendre en compte beaucoup d'acteurs et beaucoup d'organisations. Les organisations de l'intérieur jusqu'à Lomé ont quand même fait un travail assez remarquable durant cette célébration. C'est vrai qu'il y a des choses à déplorer et au moment du bilan, nous allons voir ce qu'il en était. Oui. Je reviens à vous tout à l'heure, mais j'ai une préoccupation à soulever avec vous. Dans le pays, il y a le champ politique, il y a le champ des organisations de la société civile, mais est-ce qu'il ne reste pas un pan de la société qui est laissé à lui-même? Et ceux qui ne sont ni dans le champ politique, ni dans le champ associatif, eux, où sont-ils? Bon, et ceux qui ne sont ni dans le champ politique, ni dans le champ du social, oui, bon, et où sont-ils? En fait, la question, est-ce qu'il fallait la poser comme ça? En fait, dans un pays, il y a ceux qui s'intéressent aux affaires publiques et il y a ceux qui ne s'y intéressent pas du tout. Donc, le citoyen lambda s'occupe de ses préoccupations de chaque jour. Et lui, ce qu'il cherche, c'est que, bon, il faut que ça marche pour que son petit atelier de menuiserie ou bien ceci, de cela, enfin, son activité puisse marcher pour qu'il puisse manger chaque jour. Justement, est-ce que c'est normal? Ce monde devrait se retrouver dans les organisations de la société civile. Non, je crois que l'être humain n'est pas fait pour pouvoir s'occuper comme ça des questions publiques. Les gens sont d'abord individualistes par nature. Les gens s'occupent d'abord de leur propre intérêt. Et maintenant, c'est par la suite, quand il voit que il a quelque chose à apporter, et il se sent capable d'apporter sa contribution, que bon, il va voir à gauche, à droite, s'il y a quelqu'un qui a la même opinion que lui, bon, il peut faire quelque chose ensemble. Mais on ne peut pas accuser ceux qui ne s'intéressent pas au monde associatif, ou bien ils ne s'intéressent pas aux questions politiques. On ne peut pas les accuser. On peut vivre normalement comme ça jusqu'à la fin de ces jours, sans que cela porte en tort à qui que ce soit. Bon, maintenant, est-ce que ceux qui travaillent dans le champ du social, c'est-à-dire les organisations de la société civile, est-ce qu'en réalité, ils ont une vision? Oui. C'est lorsque d'abord, quand on est individu, et on se rend compte qu'il y a certaines choses qui devraient se faire d'une certaine façon, mais qu'on constate que ça ne se fait comme ça. Mais on pense qu'on a quand même une expertise, on a une capacité à pouvoir apporter sa contribution à ce que les choses bougent dans le sens qu'on aurait souhaité. C'est en ce moment qu'on peut voir 2 ou 3 personnes et on crée une association. Et là, on se donne des objectifs et on cherche les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs. Là, la personne, enfin, cet individu rentre dans le monde associatif et son but premier, c'est de contribuer au développement du pays en prenant un pan qui lui paraît accessible. Bon. Maintenant, il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent faire la même chose, mais d'une autre façon, c'est-à-dire en intervenant dans le champ politique. C'est-à-dire que pour eux, ils ont besoin du fauteuil présidentiel, ils ont besoin d'un siège de député pour pouvoir agir sur l'action publique et pouvoir atteindre l'objectif visé, c'est-à-dire le mieux-être de la population. Donc, tous ces champs-là, le champ politique, le champ social, c'est des champs qui ont quand même un point d'intersection, c'est-à-dire le bien-être de la population. Mais les moyens d'action et les stratégies sont vraiment différentes. Peut-être on y arrivera. Et dans le champ politique, ça on le sait, hein, Alice, c'est un milieu pour hommes, en grande partie, mais dans le champ associatif, est-ce que la représentativité des femmes est intéressante? En effet, on pourrait dire oui ou on pourrait dire non. On pourrait dire oui dans la mesure où il y a beaucoup d'associations de femmes qui interviennent aujourd'hui, que ce soit dans la promotion du leadership féminin, dans la promotion de la participation politique des femmes et tout. Mais la question se trouve, là où je dis non, c'est que les associations féminines font beaucoup de choses, mais malheureusement ne sont pas souvent sous les feux des projecteurs. Donc il y a beaucoup de choses qui se font au niveau des associations féminines. Elles sont là, mais c'est qu'elles ne sont pas tout le temps visibles, comme les autres organisations d'hommes nécessairement. Avant de vous laisser partir, pour les prochaines années, est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'il faut faire pour améliorer et la visibilité, les actions des organisations de la société civile? Pour vous, il y a des choses à corriger?
Je crois que nécessairement, oui, il y a des choses à corriger du moment où nous l'avons voulu inclusive, multi-acteurs, avec beaucoup de partenaires, ce qui n'a pas été le cas du point de vue mobilisation déjà des ressources, parce que, on va dire qu'on s'est retrouvé pratiquement avec Prosema seul, qui a accepté, accompagné toutes les organisations qui ont fait des activités. Ah, c'est à son rôle aussi, hein. Il veut le consolider, non? Justement, mais il ne doit pas être seul dans ce rôle, parce qu'au Togo, nous avons aussi d'autres partenaires. Même si aujourd'hui, nous plaignons la question de mobilisation des ressources au niveau des partenaires techniques et financiers, au niveau de nos organisations. Et donc, à l'avenir, nous allons essayer, commencer tôt, je ne sais pas, parce que nous avons aussi commencé tôt cette année. Et donc, nous allons continuer le travail, nous allons continuer par creuser pour voir dans quel sens il faut l'orienter, pour qu'il y ait plus de participation, pour qu'il y ait plus de visibilité, de communication. Et c'est à cela que je salue aussi les journalistes, les professionnels de médias qui se sont mobilisés cette semaine pour nous accompagner. On va juste les exhorter à nous accompagner très tôt pour que le message puisse passer avant même le démarrage des activités. Merci beaucoup, hein, Alice, d'avoir éclairé ce plateau avec votre charme très visible. C'est moi qui vous remercie. Quelles sont les contraintes de la société civile au Togo? Nous avons posé la question au directeur exécutif de l'Union des organisations non gouvernementales au Togo, Aristide Djenda. On va l'écouter, on revient sur le plateau pour la suite de notre discussion sur la société civile togolaise et ses acteurs. À tout de suite. Merci de me donner la parole. Je voudrais, avant de répondre à votre question, remercier tous les acteurs de la société civile sur l'entame du territoire qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la célébration donc, de cette journée. Il faut d'abord dire qu'elle était destinée à faire connaître nos actions, comme venait de le dire tout à l'heure, que ce soit dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie et autres domaines clés de la vie de la nation. Donc voilà, nous avons fait le point et comme vous le savez, dans toute activité, il y a toujours des contraintes qui font qu'on n'a pas toujours les résultats programmés. Alors, donc, parmi ces contraintes, et nous avons fait le brainstorming, parmi ces contraintes figure bien évidemment le financement, figure également les impôts, les exonérations, et puis les capacités d'intervention et autres. Voilà. Ce que je puisse dire par rapport donc, aux contraintes. Bien évidemment, il faut ajouter le cadre légal, de travail des organisations donc, de la société civile. Oui, il faut dire que l'engagement est très relevé. Les gens ont envie de se prendre en charge. Les gens ont envie de contribuer au développement donc, du pays. Les gens ont envie d'exprimer leurs besoins pour qu'ils trouvent donc de réponses. Et les gens ont envie de participer à la vie sociale, économique et autres du pays. Et ça se sent durant les événements ou les activités que nous avons organisées au cours donc, de cette journée sur l'ensemble donc, du territoire. Ça se sent également au cours donc, de nos activités de proximité avec les bénéficiaires, notamment les groupes vulnérables pour lesquels nous nous sommes engagés. Oui, je dirais qu'il est là, mais il est assez faible, justement. Alors, donc, je voudrais commencer par tout ce qui est cadre juridique légal. Il y a 3 ans déjà,
nous nous sommes accordés sur un texte qui mettait fin au texte ancien qui est arrivé sur la loi de 1901. Alors donc ce texte avait été adopté en Conseil des ministres et puis après il n'y a plus rien. Alors que ce texte prenait en compte un certain nombre donc, de contraintes dont je viens de faire cas. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui vit à Tindiassi par exemple, pour avoir le récépissé d'association, il faut absolument monter à Lomé. Alors qu'il pouvait faire ces formalités peut-être à Djarbanga ou à Sokodé, et puis voilà, il a le récépissé. Vous voyez. Il y avait également la question donc de statut d'association ou d'ONG d'utilité publique. Les critères avaient été définis. Comment on peut acquérir donc, le statut d'ONG ou d'association d'utilité publique. Et bien d'autres dispositions qui sont en lien avec les cadres de collaboration, le financement des organisations de la société civile. Malheureusement, ce texte est resté là, après le vote, son adoption en Conseil des ministres. Il devait normalement passer à l'Assemblée générale pour être adopté. Et puis, on met fin avec les vieux textes qui datent de 1901. Vous voyez. Donc, nous espérons que on pourra rapidement reprendre ce texte-là et puis le revisiter, parce que nous l'avons souhaité, au cours donc des assises, pour nous assurer, bien sûr avec notre partenaire, le gouvernement, pour nous assurer que c'est un texte qui est favorable à notre environnement. Il y a le code, il y a le code des impôts également. Le code des impôts doit être révisé et adapté au contexte donc des organisations de la société civile pour leur faciliter leur travail. Vous voyez par exemple, un partenaire veut vous financer ou bien il veut vous envoyer du matériel. Mais on vous oppose la TVA par exemple. Le partenaire dit, mais moi, c'est des fonds que j'ai collectés auprès des individus. Mais je ne peux pas vous envoyer ces fonds-là et au même moment, on va appliquer la TVA là-dessus. Ou bien, on va demander que vous payiez des impôts par rapport au matériel qu'on vous envoie. Donc, ça cause énormément de problèmes. Parfois, le financement n'arrive pas. Parfois, vous avez peut-être le matériel au port et vous ne pouvez pas l'avoir pour le besoin pour lequel vous sollicitez. Donc, il y a lieu et il y a nécessité de revisiter les textes pour les adapter au monde associatif. Alors, donc, retour sur notre plateau. Vous avez écouté, chers invités, le directeur exécutif de l'Union des ONG du Togo, Aristide Djenda, que nous remercions au passage. Et je voudrais vous signaler aussi que Ghislain Kofi Nyakou nous a rejoint. Monsieur Nyakou, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur exécutif du collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo, CACIT. Oui, bien sûr. Et vous avez écouté avec beaucoup d'attention. Monsieur Djenda, est-ce que vous vous retrouvez dans les contraintes qu'il a énumérées, des contraintes qui vous empêchent peut-être parfois de mener de façon efficiente les activités en tant qu'association, organisation de la société civile? Oui, il a parlé du financement, il a parlé du cadre légal. Oui, nous nous retrouvons parfaitement dans tout ce qu'il a dit, étant donné que tout d'abord nous sommes dans le même bateau. Ensuite, le travail qui a été fait pour la préparation des tests a été fait avec la société civile. En tout temps, le PASCRENA, qui était le projet pour lequel le suivi a été fait, on a un nouveau projet qui est le PROSEMA, était impliqué dans cette démarche. Donc on avait fait des rencontres, des échanges, préparé des choses. Et donc toutes ces contraintes ont été relevées à ce niveau. Il y a aussi une des contraintes, la seule que je n'ai pas vue être relevée, c'est celle consistant à la connaissance même de la société civile par les autorités et par les populations. Qu'est-ce que vous appelez connaissance? La connaissance, c'est que parfois... Connaissance ou la reconnaissance? Non, la connaissance.
La connaissance. La reconnaissance, c'est dire nous avons fait quelque chose, reconnaissez le travail qu'on a fait, on est en train... Non, la connaissance. C'est-à-dire, en réalité, parfois, il y a des oppositions en face du travail que nous faisons juste parce que certains acteurs au niveau étatique peuvent penser que nous sommes des entraves ou nous sommes des opposants ou des oppositions à l'action du gouvernement. Alors qu'en réalité, notre rôle, c'est un rôle d'accompagnement. C'est vrai que quand nous faisons l'accompagnement, en même temps, à un certain moment, nous faisons des veilles. Je pense que le collègue l'a dit tout à l'heure, parle du contrôle citoyen de l'action publique, dans lequel le procès est très engagé. Nous faisons ce travail. Donc, dans le cadre du contrôle citoyen, alors, il nous arrive de faire ce qu'on appelle des dénonciations aussi, en disant nous avons fait le plaidoyer jusqu'à un certain niveau, nous pensons qu'il faut qu'on élève un peu le niveau pour que l'autorité prenne en compte les préoccupations des populations. Parce que nous sommes comme un tampon entre les populations, comme il l'a dit, qui, pour certains, ne s'impliquent pas dans la chose publique, mais qui ont besoin que leurs attentes soient satisfaites, et le gouvernement super puissant, pouvoir régalien, qui peut, s'il n'y a pas un tampon entre les deux, peut se prévaloir d'un certain nombre de prérogatives, les dépasser de manière discrétionnaire. Et donc, il faut que ça se comprenne que la société civile a un rôle important à jouer et que les acteurs nous acceptent et que de tous bords nous acceptent et comprennent notre position. Et donc, cette entrave aussi joue, même du fait que, par exemple, au niveau des impôts, au niveau, il a cité un certain nombre d'entraves, au niveau du cadre légal, même dans la composition de ce cadre légal, vous pouvez constater que dans les échanges, il y a, comme la société civile vient pour foutre quelque part, peut-être parfois la merde, nous ne sommes pas dans leur schéma, il y a des ministères qui sont de plus en plus ouverts, et puis il y en a qui ne sont pas autant ouverts parce que ne connaissant pas bien le rôle de la société civile. Donc ce travail aussi mérite d'être fait et donc de porter finalement la bonne nouvelle de la société civile qui est une entité qui accompagne l'action du gouvernement, les engagements que l'État a pris, par exemple au niveau des mécanismes de protection des droits de l'homme. Le CACIT et d'autres organisations des droits de l'homme font l'accompagnement dans ce sens. Et le ministère des droits de l'homme et le ministère de la Justice savent que notre rôle, c'est avant tout un rôle d'accompagnement, et nous faisons ça aussi dans le lieu de détention et dans d'autres domaines. Donc, il va falloir que les autres ministères, il va falloir que les autres acteurs sur le terrain, même le secteur privé, qui, au niveau du Togo, ne s'impliquent pas aux côtés de la société civile, alors que leur rôle aussi, pour pouvoir porter le développement, parce que la société civile concourt au développement, et le développement aurait apporté de la matière, apporter de l'argent pour que les populations puissent acheter leurs produits. Mais s'ils négligent la société civile du fait que c'est un monde qui, pour certains, bon, on peut concevoir que l'histoire de notre pays, à un moment donné, a fait que la société civile, en prenant son mouvement, c'est beaucoup plus impliqué dans les questions de droits civils et politiques, c'est-à-dire les mouvements citoyens pour des changements, ont fait que on a occulté une grande partie de la société civile, donc occulté tout le système, qui est un système avant tout qui concourt au développement. Mais est-ce que la démarcation aujourd'hui, parce que c'est un problème que vous avez soulevé, il est réel, la démarcation aujourd'hui est nette entre le champ politique et la société civile? Je vais vous retourner la question tout à l'heure, le temps de parler avec M. Valo. M. Valo, on va parler de l'État, de la société civile au Togo. Comment la trouvez-vous, cette société civile? Ça, c'est très, très difficile à juger. D'abord, elle est très importante. Je trouve qu'elle est importante, elle existe partout dans le pays. Et donc, c'est un réseau énorme d'organisations qui communiquent plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est un réseau qui couvre tout le pays, avec des organisations phares. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, je trouve... même si elle est parfois accusée d'être politisée, on entend ça souvent, mais je trouve qu'elle fait très attention. Elle est très mûre, politiquement parlant, et je l'ai vu, enfin on l'a vu toute l'année dernière, etc. Les communiqués de presse venant des organisations de la société civile étaient toujours extrêmement mesurés, etc. Jamais partisans. Donc on peut pas dire... c'est trop dire peut-être, non?
pas en tant que tel, pas au nom du CACIT par exemple ou du COSCREMA. Alors après, il y a l'émergence de nouveaux mouvements qui sont un peu étranges, mais ça on le voit dans le monde entier. Des mouvements un peu hybrides, ça dépasse les partis politiques, mais ça dépasse les organisations de la société civile également. Et après, c'est le problème où vous savez, nous tous, on se réveille le matin, on est papa, après on est employé pendant la journée, puis le soir peut-être on est pasteur, et après on est aussi peut-être militant d'une organisation de la société civile. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre nous, on a plusieurs chapeaux. Non mais ça c'est un peu vrai. En revanche, il ne faut pas mélanger les discours. Et donc c'est une société civile qui est plutôt forte, qui joue, c'est sûr, un rôle extrêmement important dans le tissu social, même la fourniture des services essentiels, dans les rappels ou l'accompagnement du gouvernement sur ses engagements internationaux, sur les questions des droits de l'homme, sur les questions des ODD par exemple. Il y a en tant que tel une très bonne relation entre les grandes organisations de la société civile qui travaillent sur les objectifs de développement durable et le gouvernement. Ils vont ensemble à New York faire le rapport du Togo aux Nations Unies. Donc il y a un certain nombre de points sur lesquels le dialogue est permanent. En revanche, effectivement, quelles sont leurs faiblesses? Alors la Banque mondiale fait tous les ans ce rapport qu'ils appellent Doing Business, faire des affaires. Et donc ils notent l'environnement propice pour le secteur privé. Et alors je crois qu'en ce moment ici en Afrique, ça doit être le Rwanda peut-être, où en une demi-heure on monte une entreprise, etc. Et nous, on pourrait faire un doing business, mais pour la société civile. Et on se rendrait compte que dans un pays, ça peut être beaucoup plus compliqué. Ça ne met pas une demi-heure pour créer une association. Comme l'a expliqué Monsieur Aristide, il faut aller jusqu'à Lomé, etc., etc. Et puis on a le récépissé, mais on met combien de temps pour avoir, là, en tant que tel, la justification légale. Ça peut mettre du temps. Donc l'environnement il paraît parfois qu'on regarde très bien aussi la tête du client. Paraît-il. Donc non, mais l'environnement propice pour les organisations de la société civile, c'est bien évidemment un enjeu, mais ça c'est un enjeu dans le monde entier. Il y a une grande fragilité des organisations de la société civile ici, mais dans beaucoup de pays, c'est quand même elles ressentent l'impact de la crise financière. Ça c'est très 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 clair. Il y a moins d'argent aujourd'hui pour la culture, il y a moins d'argent pour les organisations de la société civile, et ce qui est vrai, ce qui est posé comme question à toutes ces organisations aujourd'hui, on arrive bientôt à 2020, ça au Togo mais comme ailleurs, c'est comment on reconstruit nos organisations, comment on fait des stratégies durables. L'enjeu du financement est bien sûr un enjeu essentiel. Et on est obligé de savoir que même les donateurs internationaux, d'une façon ou d'une autre, vous savez, toutes les discussions sur l'aide au développement, etc., sont en train d'évoluer. Il y a des limites qui vont se faire. Il y aura moins d'aide au développement à l'avenir, ça c'est sûr. Il y a d'autres pays proposent plutôt des contrats commerciaux, enfin, etc. Et donc c'est sûr aussi que il y aura moins de donateurs internationaux pour les organisations de la société civile. De ce point de vue-là, dans tous les pays, elles doivent se réinventer et trouver des sources nationales, ce qui n'est pas très très simple. On va conclure notre entretien, enfin notre discussion avec vous, Nestor Ariavé, sur l'effort à faire pour vous situer dans votre champ, le champ de la société civile, et éviter les interférences avec les milieux politiques. Oui, c'est vrai, on a besoin de faire des efforts. Moi, je pensais que nous devrions, en tant qu'acteurs de la société civile, nous devrions rester à équidistance vis-à-vis de l'opposition et vis-à-vis du pouvoir. Rester à équidistance, cela signifie que nous ne devons pas être pro-opposition ni pro-pouvoir. Et rester au milieu, ça a l'avantage de nous conforter dans nos stratégies d'action. C'est-à-dire que, étant donné que nous sommes une force sociale dont l'objectif est de contribuer au développement du pays, surtout le mieux-être de la population, nous avons besoin de parler au pouvoir qui est en place. Et donc, si nous levons contre ce pouvoir, mais en prenant position pour l'opposition, nous risquons de ne pas pouvoir faire passer correctement notre message auprès du pouvoir qui va nous considérer comme de l'opposition. De la même façon, si la société civile prend position pour le pouvoir, c'est-à-dire s'allie au pouvoir, comme c'est le cas bizarrement aujourd'hui. Au Togo,
on est arrivé à faire en sorte qu'il y a une société civile qui est pro-pouvoir et il y a une autre qui est pro-opposition. Donc, dans ce contexte-là, le jeu est faussé. Parce que dès que vous commencez par parler, tout de suite, on dit, vous roulez pour le pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas lié au contexte politique? Le contexte politique togolais peut justement. autoriser une démarcation claire. Parce que oui, bon, justement. Le schéma manichéen, là, forcément... Oui, c'est le mal que la CVJR avait diagnostiqué en son temps. La Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Voilà. La CVJR, dans son travail, cet immense travail qui a été fait, a diagnostiqué le mal togolais. Le manque de confiance, qui est, disons, la conséquence de toutes les crises politiques que le pays a connues depuis les périodes coloniales jusqu'à maintenant, ce manque de confiance-là a complètement pollué disons, la vie publique du pays, de sorte que finalement, étant donné que la querelle est permanente entre ceux qui tiennent le pouvoir et ceux qui veulent venir au pouvoir, eh bien, tout discours qui ne s'aligne pas est considéré comme d'une manière ou d'une autre aller dans le sens, enfin dans un sens donné pour certains. Donc pour pouvoir, enfin, je veux dire que la société civile doit faire l'effort, vraiment faire l'effort pour sortir de cette catégorisation. Nous devons rester à équidistance vis-à-vis du pouvoir et vis-à-vis de l'opposition pour que notre discours puisse porter. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire aussi que nous ne devons pas dire au pouvoir. Si ça ne va pas, on ne doit pas manquer de le dire. Notre rôle de contrôle citoyen de l'action publique nous autorise à prendre la parole pour dire, par exemple, que l'eau qu'on devrait fournir à la population de Djarpanga, par exemple, cette eau n'a pas pu être fournie parce que le budget qui a été affecté à ça n'a pas été utilisé à bon escient. Nous connaissons la personne qui a fait ça. Et nous pouvons dénoncer la personne. Le rôle de veille citoyenne. Voilà, justement. Et ça, là, ce n'est pas de l'opposition du tout. C'est juste pour que ça puisse, enfin, l'action publique puisse produire du résultat sur le terrain. Rapidement, Ghislain Niakou, la question du financement des OSC, comment allez-vous faire? Parce qu'il paraît que l'aide extérieure va se raréfier. C'est ce qui est de plus en plus visible, même déjà on le ressent un peu dans les recherches de financement. Tout ça. Toutefois, je pense qu'il y a de nouvelles stratégies qui sont en train d'être développées. Il y a aussi, que j'en parlais tout à l'heure, la société civile, les organisations elles-mêmes doivent trouver de nouvelles façons à l'interne de mobiliser des ressources, de pérenniser leurs actions. Elles doivent trouver, comme l'a dit M. Henri Valo tout à l'heure, parlant de la question commerciale, trouver des créneaux avec des sociétés commerciales, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir porter peut-être leurs produits, des produits sains, et en même temps bénéficier des financements pour les organisations, pour la société. Penser aussi à la question de la responsabilité sociale des entreprises, qui peut aussi permettre d'engranger un certain nombre de fonds pour accompagner les communautés. Imaginez que dans la communauté de Vaughan, de Tabligo, tout ça, où on extrait le phosphate, les entreprises sur place devaient pouvoir accompagner les populations. Maintenant, s'il n'y a pas une certaine structuration, s'il n'y a pas de connaissance de cette manière de faire, si un dispositif bien huilé se met en place, je pense qu'on peut avoir du financement pour accompagner ces populations. C'est déjà un exemple. Il y en a plein d'autres. Il y a d'autres domaines dans lesquels l'État, par exemple, au niveau national, sachant que la société civile joue un rôle d'accompagnement, devait peut-être prendre une ristourne sur les impôts payés ou autres actions pour mettre cet argent à la disposition de la société civile par un canal approprié, parce qu'il faut y réfléchir, pour que le travail se fasse sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, l'État doit reconnaître que sans la société civile, elle ne peut pas avancer non plus. Tout ce que la société civile fait comme travail sur le terrain, d'accompagnement en termes de formation, nous formons même jusqu'aux acteurs étatiques. Nous formons les agents en charge de l'application de la loi. Nous allons chercher du financement pour venir compléter l'action de l'État. Et donc ça, l'État doit comprendre ce rôle que nous jouons. Et en tant que appareil, le puissant appareil qui gère la chose publique, il doit trouver les moyens de faciliter notre travail sur le terrain. Tout à l'heure, le responsable de Uyonto disait que si on veut nous faire venir des marchandises ou si du matériel, si on veut faire un certain nombre d'accompagnements, parfois les contraintes au niveau de fisc, de la douane ou d'autres contraintes au niveau légal national vont empêcher que
en réalité, la finalité va empêcher qu'une population dans une zone reculée où l'État ne peut pas apporter une certaine aide en termes d'éducation, santé, etc., va toujours rester là-bas sans avoir l'aide parce que l'État lui-même n'a pas facilité, accompagner le mouvement, l'action, l'effort que font d'autres citoyens pour pouvoir répondre à ce besoin que l'État est censé être le premier à faire. En tout cas. Et pour terminer avec vous, Henri Valo, à la lumière de tout ce qu'on a écouté, et très rapidement, vous avez du grain à moudre en tant que programme de consolidation du monde associatif au Togo. C'est justement les limitations toujours des interventions de ces projets-là. On va financer un grand nombre de projets. On a reçu toutes les propositions cette semaine. Et en gros, la moitié de notre budget va dans ces subventions. Donc, on va avoir beaucoup de travail de suivi et beaucoup de réalisations intéressantes. Mais ça reste une goutte d'eau dans un océan de besoins. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour reprendre peut-être, pour conclure et reprendre sur le titre de votre émission, les chiens de garde. Hein. Je pense que les chiens de garde, ça reste les journalistes. Hein, je pense quand même. C'est pour ça qu'on parle du 4e pouvoir, etc. Et on peut vraiment vérifier le pouls d'une démocratie à sa liberté de la presse, et vous le savez très bien. Hein, la première chose auquel on s'attaque dans des régimes moins démocratiques, etc., c'est la liberté de la presse. Donc les vrais chiens de garde, ça reste la presse et les journalistes. Et c'est intéressant, cette multiplication de chaînes privées, etc., qui autorise une grande liberté de ton. Mais les organisations de la société civile, à leur façon, sont acteurs de démocratisation. Mais comme tous les acteurs doivent être acteurs de démocratisation, finalement, même, on demande aujourd'hui, justement, au secteur privé d'être écologiquement responsable, d'être responsable vis-à-vis des communautés, etc., etc. Pareil, d'être transparent, de devoir présenter ses comptes à la fin de l'année. Donc, tous les acteurs doivent être des acteurs pour la démocratisation. Et clairement, il y a un certain nombre de grandes victoires dans l'histoire. Hein. Le droit de vote pour les femmes, par exemple, il ne serait jamais venu s'il n'y avait pas eu les mouvements de femmes qui avaient lutté pour cela. Il y a un certain nombre d'avancées, c'est vrai, qui viennent ou qui sont proposées par les organisations de la société civile au niveau national ou au niveau international et qui après ont effet de loi. Donc de ce point de vue-là, il y a une capacité à rappeler toujours à l'État les droits, etc., et à contribuer à la démocratisation générale. Henri Valo, chef de l'unité de l'UPG. UGP, Unité de gestion de projet. Unité de gestion de projet, voilà. On y est arrivé. Merci. Unité de gestion de projet, Prosema. Merci d'être venu avec les autres collaborateurs. Nestor Ariave, coordonnateur du COSCREMA, et Ghislain Kofi Nyakou, directeur exécutif du CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo. Merci, nous arrivons donc à la fin de notre forum. Dans un instant, une nouvelle édition de journal. À très bientôt.